qu'ils préfèrent risquer la Troisième Guerre mondiale que d'avouer leur défaite en Ukraine. La nouvelle défaite de l'armée ukrainienne, contrainte d'évacuer la ville stratégiquement importante d'Avdiivka, après 6 mois de combat, confirme que l'armée ukrainienne n'a plus les moyens, et en l'occurrence les moyens humains, de gagner la guerre. La poursuite de la guerre signifie l'aggravation de la situation militaire du pays. Quand je dis signifie, c'est la probabilité de loin la plus importante. Dans ces conditions, la logique, le réalisme et le souci de la vie des soldats commandent de négocier la fin de la guerre avec la Russie. Le souci de la vie des soldats est le souci tout court de l'existence de l'Ukraine dans l'avenir. Pourtant, les dirigeants occidentaux ne semblent même pas l'envisager. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Avant de commencer, je réponds à la question désormais rituelle, en tout cas depuis plusieurs mois, qui est comment protéger mon épargne de l'inflation actuelle. En effet, l'inflation n'a pas disparu, loin de là, contrairement aux communiqués, non pas triomphaux, mais particulièrement optimistes et loin de la réalité, de nos autorités politiques et financières. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Alors revenons à la guerre en Ukraine. Alors que l'Occident est en train de perdre la guerre et que l'examen de la situation militaire ne laisse envisager aucune autre issue que la défaite finale de l'armée otano-ukrainienne, la question à laquelle je vous propose de réfléchir avec moi dans cette vidéo est pourquoi Américains et Européens ne veulent pas arrêter une guerre qui est déjà perdue pour eux. Il n'y a pas 50 raisons possibles. Examinons la première. Est-ce pour ne pas reconnaître que leur stratégie reposait sur de lourdes erreurs d'appréciation et une bonne dose d'inconscience? Ce sont des choses difficiles à avouer, mais pardonnables. Les peuples savent depuis toujours, en tout cas depuis des temps immémoriaux, que les guerres peuvent être perdues, même si, lorsqu'elles sont engagées, on pense avoir toutes les chances de les gagner. Imaginez qu'aujourd'hui, Macron nous dise « la guerre contre la Russie en Ukraine est perdue, la sagesse commande d'arrêter le massacre. Nous allons donc discuter la paix avec les Russes. » Les Français, dans leur immense majorité, ne vont pas se précipiter à l'Élysée pour le lyncher, au contraire. On ne lui reprochait pas du tout, et on apprécierait que notre gouvernement, notre président, ait la sagesse, l'intelligence, la lucidité, la clairvoyance de se retirer, de nous retirer du mauvais pas dans lequel il nous a mis depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a 2 ans. Et même chose pour les autres pays de l'Union européenne, d'autant plus qu'une part croissante des populations comprennent que cette guerre les appauvrit et peut dégénérer en guerre directe contre la Russie. Alors pourquoi ne reconnaissent-ils pas la défaite? Le problème pour nos dirigeants, c'est-à-dire l'oligarchie euro-atlantique, est que depuis le début de la guerre, les faits se sont avérés à l'exact opposé du narratif de leur propagande, via les médias officiels et leurs ordres. Bon, tout le monde connaît LCI, tout le monde connaît France 24, et tous ceux qui ont fait le minimum d'efforts de s'informer de manière indépendante de ces médias, autrement dit, en s'intéressant à d'autres sources, notamment aux sources anglo-saxonnes, aux sources américaines, en faisant des recherches, ou en s'intéressant également aux publications officielles des États, savent que ces chaînes d'information sont en réalité des organisations poussées et scientifiques de désinformation. Les populations occidentales, surtout en Union européenne, n'en ont pas totalement pris conscience. C'est normal, vu le déséquilibre de puissance entre les canaux de la propagande, qui sont les États avec leur puissance de feu en termes de communication qui est illimitée, et les médias officiels actifs 24 heures sur 24, malheureusement suivis par 90% de la population, si ce n'est plus.
Et en face de ça, les canaux qu'on appelle de réinformation, moi que j'appelle tout simplement l'information indépendante, en particulier indépendante de l'oligarchie. Et ces canaux, ben, vous le savez, puisque vous regardez ma chaîne, et que vous en regardez certainement d'autres, dans le même esprit, ou même si c'est pas dans le même esprit que la mienne, le point commun, c'est que les gens qui font ces chaînes entendent apporter à ceux qui les suivent un point de vue, et notamment basé sur des informations recherchées, beaucoup plus sérieux que ce qu'on peut trouver sur les grands médias et qui nous tombent du ciel. D'ailleurs, ce qui nous tombe du ciel en matière d'information, il faut avoir le bon sens de comprendre que ce n'est pas l'information, ça ne peut être que la propagande. L'information, ça se mérite, ça se recherche. Et donc ces chaînes de réinformation, nous avons, par rapport à l'artillerie lourde des médias officiels que je viens de vous décrire, des moyens financiers extrêmement faibles. Par contre, cela ne nous empêche pas, en tout cas pour beaucoup de chaînes, de vous apporter une information d'une qualité infiniment supérieure à celle qui coule bien du robinet des télévisions officielles, allumées 24 heures sur 24 dans les foyers, et que l'on écoute discrètement en faisant autre chose. Qu'il vaut mieux d'ailleurs ne pas trop écouter. Cependant, malgré cette disproportion des moyens, la prise de conscience avance et accélère. Parce qu'au fil des mois et des batailles perdues par les Ukrainiens, la vérité est en train de s'imposer. Les peuples sont sur le chemin de prendre conscience de la trahison des médias et des discours officiels qui les désinforment au lieu de les informer. Cela est capital, bien plus important que le sujet de la situation véritable de l'armée ukrainienne. Bon, c'est évidemment un sujet important, puisque selon que l'Ukraine gagne la guerre, c'est-à-dire l'Ukraine et l'OTAN gagnent la guerre ou la perdent, ça va changer énormément de choses. Donc c'est très important. Mais le plus important, c'est la prise de conscience en cours des populations occidentales de l'immense écran de propagande que l'on a dressé pour eux sur cette guerre en Ukraine, et qui, on va le voir, n'est qu'un début d'une prise de conscience plus générale, de mensonge général. En d'autres termes, ce qui est en jeu pour l'Occident dans cette guerre, ce n'est plus son issue. C'est le crédit de la machine du pouvoir occidental, disons, pour faire simple, de l'oligarchie euro-atlantique, auprès des populations qu'il dirige. Si une paix venait à être conclue avec la Russie, elle ne pourrait qu'officialiser la défaite de l'OTAN en Ukraine. Bien évidemment, les Russes qui ont conquis un bon cinquième, ou un quart entre un cinquième et un quart du territoire ukrainien, et territoire qui revendique historiquement comme étant russe, ne le lâcheront pas. D'autant que si la paix était conclue, ça veut dire qu'on a pris acte qu'on n'a pas les moyens de leur faire lâcher. Donc, la paix ne pourrait qu'officialiser la situation actuelle, qui est tout simplement la défaite de l'OTAN en Ukraine, et du même coup, achèverait la prise de conscience par les peuples de la propagande déployée par les oligarchies pour les tromper. Le citoyen qui réfléchit après cette prise de conscience remettra automatiquement, par un processus naturel de la pensée, remettra en question les autres narratifs officiels, en particulier sur la situation économique, la situation du chômage, la réalité de l'insécurité en France et dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, même si apparemment chez nous battons des records, la sécurité financière du pays, qui est évidemment le grand sujet tabou, surtout en France, on n'en parle pas dans les médias destinés à abrutir les masses. Il n'y a que dans les petites chaînes indépendantes ou les petits blogs indépendants que vous trouverez des choses là-dessus. La sécurité financière, donc, mais voir aussi, au terme de ces raisonnements-là, l'appartenance à l'Union européenne. Bref, tous les éléments qui forment la réalité alternative que la masse docile de la population croyait être le réel. Cela signifierait la fin du moyen de leur domination sur les populations occidentales. À partir de là, l'idée d'une révolution anti-oligarchique en Occident devient possible. En tout cas, possible dans le sens devient une éventualité qu'il faut envisager.
À l'heure actuelle, ça ne l'est pas, tout simplement parce que les populations n'ont pas conscience de l'immensité du mensonge dans lesquels on les tient, et donc de l'immensité de l'imposture des pouvoirs officiels, qu'ils soient oligarchiques ou étatiques, en Occident. Donc pour ces pouvoirs, pour ces oligarchies, c'est le pire scénario. L'immédiat, ces gens partent au plus pressé, en tout cas essaient de parler au plus pressé, et ils essayent donc de repousser l'heure de vérité en prolongeant une guerre que les Ukrainiens en âge de combattre ne veulent plus faire, parce que ça aussi c'est une information capitale que l'on nous cache sur les grands médias officiels, mais les reporters qui vont sur place, des blogueurs russes, mais pas que russes, même ukrainiens, bref, des gens qui vont se renseigner à la source, ou qui sont déjà à la source, bien, le révèlent. On interviewe aussi des Ukrainiens en âge de se battre, qui ne sont plus des jeunes gens, parce que les jeunes gens, malheureusement, la plupart sont morts ou hors d'état de se battre, mais qui sont en tout cas des gens qui sont mobilisables, et ces gens se cachent et vivent traqués, car ils ne veulent plus aller à l'abattoir. Donc cela, évidemment, est une donnée qui change tout par rapport à la propagande officielle. Et quand un peuple ne veut plus se battre, après s'être beaucoup battu et courageusement battu, la guerre est obligée de s'arrêter. C'est pour cette raison que, malgré le martyre désormais vain de l'armée ukrainienne, ils ont commencé une nouvelle campagne d'intoxication des populations occidentales sur le thème de la menace d'invasion de l'Europe par la Russie. Alors, j'en ai parlé dans, je ne me rappelle plus si la vidéo précédente ou celle d'avant. Le but était de vous éclairer ou de vous faire réfléchir sur les raisons pour lesquelles on pouvait nous brandir cette menace, alors qu'évidemment, il est hautement improbable que la Russie ait l'intention d'attaquer la France et l'Allemagne, voire même la Pologne, tout simplement parce qu'elle n'a pas les moyens. Il suffit de voir le mal qu'elle a eu à vaincre l'armée ukrainienne, qui est désormais vaincue. Enfin, elle a payé un prix assez élevé en termes de vie humaine, même si c'est beaucoup moins important que ce que les Ukrainiens, eux, ont subi. Bon, c'est quand même une très grande guerre. L'idée que la Russie puisse nous attaquer est parfaitement stupide, et quand on réfléchit à ses motivations, on s'aperçoit qu'il n'y en a strictement aucune. Malgré ça, cette campagne avance à grands pas. Il suffit de regarder les chaînes du système. On s'aperçoit que chaque jour, ces médias enfoncent un peu plus le clou. Il n'est question que de provocation de la part des Russes, ici ou là de l'agressivité des Russes, ou encore ailleurs du ceci ou du cela des Russes, et puis on commence à lancer des débats, des discussions parfaitement oiseuses qui n'ont aucun sens, sur est-il possible que les Russes nous attaquent, qu'est-ce qu'on ferait si les Russes venaient à nous attaquer? Autrement dit, on crée de toutes parts une fiction pour mettre dans la tête des gens cette fiction à la place du réel, c'est-à-dire pour nous empêcher, vous empêcher de regarder le réel, puisqu'on vous a déjà apporté la solution, on vous a déjà dit quel était le réel. Le réel, c'est que les Russes vont nous attaquer, ce qui est évidemment parfaitement farfelu. Et à partir de là, on arrive au message principal, qui commence à être énoncé par certains, notamment un géopolitologue du nom de... j'ai oublié son nom, enfin bon, je crois si on tape sur Google géopolitologue favorable à une intervention de l'armée française en Ukraine, on aura certainement un nom ou plusieurs noms. Mais cette nécessité, ça serait d'envoyer nos soldats porter main forte à l'armée ukrainienne, ou en tout cas à ce qu'il en reste, c'est-à-dire de se battre directement contre les soldats russes. Alors, on voit tout de suite, enfin, ceux d'entre vous, ceux qui s'intéressent à cette guerre depuis le début, donc qui s'intéressent au rapport de force, aux moyens militaires des Russes, des Ukrainiens, des Français, puisqu'en l'occurrence on parle de nos soldats, éclatent de rire. Éclatent de rire. On irait donc se battre contre une armée russe qui a réussi à vaincre au prix du sang, en particulier du sang ukrainien. Une armée ukrainienne qui, au plus fort moment de la guerre, comptait 700 000 hommes, des milliers de chars,
malheureusement pour eux, plus d'aviation, puisque les Russes, dès le premier jour de la guerre, avaient anéanti leur aviation. Des quantités de matériel, notamment en artillerie, considérables. Donc on imagine ce qu'il y avait du côté russe pour venir à bout de cela. Il faut aussi se rappeler que, depuis le début de la guerre, les Russes ont anéanti 3 armées ukrainiennes. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne, à laquelle ils se sont heurtés lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine il y a 2 ans, cette armée a été détruite, en gros, à l'été, enfin, a été achevée de détruire à l'été 2022. Après, il y a eu la fameuse, enfin, la pseudo-offensive ukrainienne, qui était due simplement à un recul des Russes, du fait qu'ils n'avaient pas du tout les effectifs. Ils avaient des effectifs qui étaient 4 fois moins importants que ceux des Ukrainiens, donc pour tenir le front, et donc il a fallu qu'ils fassent tout simplement un retrait stratégique. Les Ukrainiens en ont profité évidemment pour occuper le terrain perdu. On nous a présenté ça comme étant des victoires de l'armée ukrainienne, pas du tout. Ensuite de cela, les Ukrainiens, donc fin 2022, ou à l'automne 2022, donc ont reconstitué leur armée, ou achevé de reconstituer leur armée pour lancer une nouvelle offensive contre les Russes, offensive qui a été écrasée, donc c'est la 2e armée ukrainienne qui a été détruite. Et quand on dit détruite, ça veut dire que des soldats sont morts par dizaines, voire centaines de milliers. Et que le nombre de blessés, c'est la même chose. Et puis après, il y a eu une 3e armée ukrainienne qui a été reconstruite de briques et de broc pour faire la fameuse contre-offensive de l'été 2023, et cette offensive a également été anéantie par la puissance de feu de l'armée russe qui s'était copieusement retranchée. Donc voilà ce qu'ont été les 2 ans de guerre en Ukraine. Alors imaginez que notre armée, qui comporte à peu près, notre armée de terre qui comporte 90 000 hommes, pas un de plus, des matériels en quantité qui doivent être 10 fois moins importants que ce que les Ukrainiens avaient, et donc 20-30 fois moins importants que ce que les Russes, de ce dont les Russes disposent, pourraient aller affronter l'armée russe. C'est tout simplement indécent, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Et si ceux qui tiennent ces propos imaginent réellement envoyer des soldats français au suicide, eh bien, qu'ils prennent la tête de ces hommes et qu'ils aillent même affronter l'armée russe. L'autre aspect de cette idée, c'est que, bien évidemment, si des armées occidentales venaient à se battre directement contre des Russes, c'est-à-dire que des soldats occidentaux tuent eux-mêmes directement des Russes, eh bien, on serait vraiment sur le pas d'une guerre contre la Russie. D'ailleurs, on serait réellement dans une guerre directe contre la Russie. Ce n'est pas parce que les combats ne se passeraient pas encore en Russie qu'on ne serait pas dans une guerre directe contre la Russie. On serait dans une guerre contre la Russie. Je crains malheureusement, compte tenu de la réalité des rapports de force que je viens de vous rappeler, que ça soit vite plié. Maintenant, si les Russes venaient à se sentir menacés, à ce moment-là, eh bien, il faudrait envisager qu'on aille dans une guerre beaucoup plus large avec la Russie, et qu'on soit quelque part non pas dans un début de Troisième Guerre mondiale, car nous y sommes déjà. Pour moi, la Troisième Guerre mondiale a commencé le 24 février 2022, je l'avais dit dans une vidéo à l'époque, mais on serait dans une aggravation, un approfondissement de la Troisième Guerre mondiale. Alors, ces fous iront-ils jusqu'à provoquer ou risquer une Troisième Guerre mondiale pour sauver l'ordre actuel du monde, dont ils croient être encore les rois? Bien, si c'était nous ne le ferions pas, parce que nous sommes raisonnables, et que ça ne serait pas du tout raisonnable de faire ça. Mais eux ne sont pas raisonnables. Ce qu'ils font depuis maintenant 2 ans l'ont montré, y compris au niveau des sanctions économiques, qui ont été tellement absurdes que le résultat a été d'affaiblir les économies européennes, mais de manière maintenant très nette, de torpiller pratiquement de manière mortelle l'économie allemande, et de donner un coup de boost à l'économie russe, qui n'a jamais été aussi puissante. Alors pour nous, à notre échelle, eh bien, ces événements ne seront pas... Ces événements, s'ils venaient à se produire, et ils en prennent le chemin en tout cas, ne seraient pas neutres, ni pour l'économie, ni pour le système financier,
Et sur notre plan, sur le plan patrimonial, le premier pas pour se préparer à leurs conséquences est de vous former à la protection de votre patrimoine et de son développement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous savez à quel point il est important de partager, c'est ce qui veut dire diffuser sur vos réseaux sociaux. Il est également très important de s'abonner. Donc si vous aimez la chaîne, eh bien faites-le, ça ne coûte rien, c'est gratuit, et c'est d'un grand secours pour diffuser la connaissance de cette chaîne dans un public de plus en plus large. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous le savez, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo, ou le lien visible sous la vidéo. Sachez aussi que vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations sur le patrimoine et sa protection. Portez-vous bien, à bientôt. Bon, Emmanuel Macron, j'ai dit le mot, hier soir j'ai écouté vraiment attentivement, comme tout à chacun, impasse, impasse, impasse. Je ne vois pas comment nous allons sortir de ça. Je ne vois pas Vincent Hervouet derrière cette phrase que j'ai répétée 10 fois hier, que je trouve non pas folle, mais la Russie ne peut et ne doit pas gagner la guerre. Cette phrase me paraît tellement lourde de conséquences. Si on va au bout de cette phrase, ça veut dire qu'il faut une guerre totale, puisque Poutine est plus fort. Impasse, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Gagner la guerre, c'est quoi? Perdre la guerre, c'est quoi? D'abord, il y a une façon de ni la gagner ni la perdre, c'est l'enlisement. Actuellement, vous avez les Ukrainiens qui sont en train... Sciences Po, mais si, ça se voit. Non, c'est pas du tout Sciences Po. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, je ne vois pas ce que veut dire perdre la guerre pour les Russes. Est-ce que ça veut dire qu'ils lâchent et ils abandonnent la Crimée, qu'ils abandonnent le Donbass, qu'ils se retirent? On parle des frontières internationalement reconnues, ce serait ça. Personne de sensé ne peut croire, sauf à un effondrement de la Russie que personne ne souhaite, parce que certains le souhaitent. Une catastrophe serait qu'effectivement Poutine disparaisse et que la Russie soit submergée par une forme d'anarchie, de dislocation. Ça, ce serait pas rigolo du tout, vous savez. La défaite, l'effondrement de l'Ukraine sera un problème, l'effondrement de la Russie sera un drame. Donc, il y a une stratégie vers laquelle on se dirige, semble-t-il pour l'instant, qui est une sorte d'enlisement. Il y a une ligne Maginot qui a été creusée par les Russes. Et parallèlement, les Ukrainiens sont en train de s'enterrer, de bétonner. Donc vous allez avoir sur 1000 kilomètres une sorte de front comme ça. Et ça, c'est une option qui est envisageable. L'autre option, le militaire, c'est une percée russe et qu'ils descendent vers Odessa et qu'ils tiennent donc l'ensemble de la mer Noire. Et ça, c'est la crainte qu'ont les états-majors en Europe. Effectivement, ça changerait la donne. Mais... Bon, l'impasse, non, il n'y a pas d'impasse. Je veux dire, depuis hier soir, j'écoute tous les observateurs. Oui. J'allais dire, je n'ai rien entendu de très pertinent. Non, mais vous êtes Attendez, je termine. Non, mais je m'en vais. Mais attendez. Vincent, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde se rend compte qu'il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas, en fait. Mais si, il y a une solution. Mais il n'y en a pas. Mais non, il y en a aujourd'hui. C'est pour ça que je parle d'impasse. Elle se décidera sur le terrain. Ce que vous venez de dire, c'est exactement... On pourrait presque en faire une sorte d'action. Il n'y a pas de solution. Ben dans ces cas-là, on fait appel aux diplomates. Oui. Quand il n'y a pas de solution militaire, on essaie de négocier. Vous prenez cette espèce de kouglof insoluble, historiquement, géographiquement, etc., stratégiquement, et vous le découpez en fines tranches et vous négociez. Et il a pas de question de diplomatie hier soir. C'est ce qui était en cours à Istanbul il y a 2 ans. Alors, je voudrais quand même qu'on écoute 2-3 interventions d'Emmanuel Macron. D'abord, et ça c'est très étonnant, c'est-à-dire qu'après son intervention, il en a fait une autre sur Twitter. Ce que je trouve assez étonnant. Encore plus radical que tout ce qu'il avait dit Alors, lors écoutons des ce qu'a dit le 20 président de la République qui a fait un débrief de sa propre intervention. Aider l'Ukraine, c'est d'abord aider un pays qui est attaqué dans ses frontières, un pays européen, dont la souveraineté est remise en cause, dont la sécurité est menacée. Aider l'Ukraine, c'est s'occuper de notre sécurité, comme j'ai essayé de l'expliquer ce soir. De manière très simple, parce que la Russie est devenue une puissance qui veut s'étendre, et il est sûr qu'elle ne s'arrêtera pas là. Et donc, si on laisse l'Ukraine seule, si on laisse l'Ukraine perdre cette guerre, alors à coup sûr, la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, et il n'y a pas de sécurité européenne possible. Moi, ce qui m'a gêné hier, ce qui m'a mis très mal à l'aise, Pascal, c'est la ventriloquie. On prête à Vladimir Poutine des intentions qu'il n'a sans doute pas. Moi, je pense que Poutine pourrait très bien s'arrêter au Donbass et à la Crimée.
La définition de l'Europe, étant donné que maintenant il y a une Europe bientôt à 30, évidemment, avec cet élargissement qui est démentiel, on va se retrouver avec des frontières qui n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on aurait considéré que l'Europe devait être. Et par ailleurs, il y a un argument totalement spécieux. Munichois. Non. Munichois. Non. Voilà ce qu'on vous répondra. Non. Munichois. Non, ça n'a rien à voir. Mais si, parce qu'on vous dira, oui. Et il ne s'arrête pas. Vous êtes en 38. Voilà ce que répondra. Si le président de la République était sur ce plateau, il vous dirait, vous n'avez rien compris, il ne s'arrêtera pas au Donbass. Il y a un argument totalement spécieux, Pascal, mais c'est là qu'il y a une erreur de raisonnement gravissime. En quoi la guerre actuelle qui oppose la Russie et l'Ukraine est une menace existentielle pour la France? C'est un postulat qui est faux. Et on veut nous faire avaler ce continuum. Non. C'est ce qu'il vous dira. À Munich, la guerre était inévitable et les gouvernants qui sont allés voir Hitler savaient très bien que c'était juste une manière de gagner un peu de temps et que c'était irrémédiable. Et les présidents... André Valigny, je vois qu'il boue. Non, mais je termine là-dessus. C'est qu'on nous fait avaler des postulats dont rien ne nous assure qu'ils soient vrais. Et cette continuité fictive d'une situation dramatique en Ukraine et le fait que la guerre est à nos portes est aberrante. Et je crois, pour terminer, mon cher Pascal, que Emmanuel Macron était victime de son propre élan verbal et qu'il court après son verbe et que maintenant il se retrouve seul dans une impasse qu'il a contribué tout seul à créer. Je crois, cher Yann, que la majorité des gens qui nous écoutent sont sans doute d'accord avec ce que vous dites. Ça, j'en sais rien. Mais je pense vraiment qu'ils sont d'accord avec ce que vous dites. Allez-y, Génie. Elle trépille. Elle s'insurge. C'est difficile. Elle bougonne. L'émission vient de commencer. Pas l'argument de la femme. L'émission vient de commencer. En plus, j'avais mis ma tenue militaire exprès pour... Non, mais moi, c'est vrai que, vous l'avez dit, le mot qui m'a, moi, perturbé dans cette intervention d'Emmanuel Macron, c'est le mot existentiel. Guerre existentielle. Je trouve qu'à chaque fois, Emmanuel Macron est dans un registre trop aigu. Il a pas besoin de dire guerre existentielle. La guerre existentielle, elle est existentielle, cette guerre, pour la Russie, elle est existentielle pour l'Ukraine. La guerre qui se passe à Gaza est existentielle pour Israël, mais cette guerre n'est pas existentielle pour la France. Et quand il dit la vie des Français changerait, je ne suis pas sûre. Je pense que la vie des Baltes changerait, la vie des Moldaves changerait, la vie des Polonais changerait, parce qu'effectivement, eux, ils ont la Russie en face, et on les comprend totalement. Moi, je serais un Polonais, je serais effectivement terrifié par ce que Poutine est en train de faire. Mais ce n'est pas vrai que les Français ont exactement les mêmes intérêts et les mêmes peurs que les Polonais. C'est de ça qu'il va falloir convaincre les Français. Pourquoi, effectivement et la vie des Français, elle change déjà. D'ailleurs, je veux dire, parce que l'inflation et la question de l'énergie, elle est directement liée à la guerre qu'on fait maintenant. On a le droit de faire cette guerre, mais pas avec les explications qu'on nous donne. On aurait le droit, pour des principes... Pour des principes moraux. Pour des principes moraux, dire nous allons faire la guerre à l'Ukraine. On a le droit, Pascal. C'est les explications qui nous sont données pour aller la faire qui ne sont pas valables. Yann Moix a parlé, maintenant André Valigny qui boue, et je vous donne quelques secondes, bien sûr, pour développer votre idée. En quelques secondes, c'est difficile, mais moi je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux par rapport à ce que vient de dire Yann Moix. C'est confortable ici dans un studio à Paris de dire qu'on n'est pas menacé par Poutine. Allez dire ça aux Polonais, aux Moldaves, on n'est pas Polonais. Je dis les Français. Moi, je dis bien sûr que les Polonais sont menacés, mais je dis les Français. Justement, Eugénie, j'ai apprécié ce que vous avez dit. Oui. Les Lettons, les Polonais, les Moldaves, voire les Roumains, ne sont pas du tout de cet avis. Et je pense que si on veut la paix, c'est Gérard Haraud qui le dit encore ce matin. C'est un diplomate chevronné. C'est pas quelqu'un qui est belliqueux ou belliciste. Gérard Haraud rappelle ce matin que quand on veut la paix, on prépare la guerre. Donc moi, je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit. Je pense que Macron a raison. Et Dieu sait si je suis parfois critique à l'égard de Macron. Macron a raison de dire que la paix en Europe est menacée par Poutine. C'est une vision 20e siècle des choses. En Europe. Comment ? C'est une vision très 20e siècle des choses. La guerre n'est plus du tout comme au 20e siècle. La guerre a déjà commencé. On est déjà en guerre. La guerre cybernétique, la guerre de la communication, la guerre des informations. La guerre est devenue quelque chose de diffus, de flasque, de permanent. Pas en Ukraine. Et le fond d'écran. C'est une guerre de tranchées. Oui. En Ukraine, elle n'est pas doublée d'une guerre de tranchées. Doublée d'une guerre de tranchées. Il y a coexistence des guerres anciennes et des guerres nouvelles. Moi, il y a une phrase qu'a dit le président dans les 3 premières minutes de son speech hier soir. Il a dit: nous avons mis trop de limites dans notre vocabulaire. Et moi, à partir de ce moment-là, je l'ai écouté d'une oreille un peu plus distraite, parce que c'était un grand moment de gesticulation. Autrefois, au théâtre ce soir, c'était le samedi sur les chaînes publiques. Là, c'était jeudi, on a regardé, on a écouté, et c'est vrai que dans ces déclarations, il y a un certain nombre d'axiomes qui sont répétés sur un ton d'évidence et même d'indignation, et qui sont tous
possible d'être remis en cause. Par exemple, l'Ukraine, c'est pas l'Europe. Je suis désolé. Il y a une Union européenne, et puis il y a les pays qui sont à la bordure, qui sont des zones frontalières, le Limès, qui est tampon. Je suis désolé, les Baltes sont dans l'Union européenne et ils sont dans l'OTAN. L'Ukraine sera peut-être un jour dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et au début de la guerre, elle n'y était pas, en tout cas pas du tout. Et d'ailleurs, c'est vraiment le problème, tout le monde le sait. Tout le monde sait bien que c'est la neutralisation de l'Ukraine qui était le souci essentiel des Russes et qui n'ont pas cessé depuis des années d'exiger que l'OTAN fasse bas les pattes. Or, la CIA a développé un nombre de bases aux frontières pour intervenir en Russie, une douzaine de bases, on le sait aujourd'hui. Le pape avait raison quand il le disait il y a 2 ans et tout le monde le raillait. Il y a un certain nombre de faits comme ça qui sont incompressibles. Donc notre sécurité est-elle en cause? La sécurité de l'Europe, oui. La crédibilité de l'Europe, oui. On est d'accord. Ouais. Ce qu'a fait le président hier soir, c'est essayer d'être dissuasif, restaurer sa crédibilité, parce qu'il avait trop parlé. Eh bien, je trouve qu'à la fin de l'exercice, il n'est pas plus crédible aux yeux de M. Poutine qu'avant. Et que quand on a mis 300 000 types au tapis, comme Poutine, qu'on a ruiné son économie, qu'on a cessé d'exporter des voitures ou du gaz, qu'on a été obligé de devenir une sorte dans la dépendance de la Chine, ce n'est pas des rodomontades, un jeudi soir sur les chaînes télévisées françaises qui va vous faire reculer. Dans ces cas-là, il y a des choses à faire, autrement. Non, mais notre discussion est, en fait, j'écoutais hier soir tous les commentateurs et nous sommes exactement pareils. Nous disons des choses parfois très différentes les uns des autres et cette confusion illustre la situation, si vous me permettez. Oui. Bon. Et on voit bien que, quand je disais hier soir, j'écoutais, je trouvais rien de très pertinent, et c'est pour ça que je prends le mot impasse. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vois pas de solution, je le répète. Donc, sauf à trouver un accord. Est-ce que le discours est fictif, Pascal? Bon, Joachim Le Floch et Imad, parce que tu ne vas pas faire la guerre. Évidemment. Mais vous pouvez faire des choses. Mais quoi? Le Danemark livre tout son arsenal aux Ukrainiens. Mais qu'est-ce qu'on attend pour en faire autant? Exactement. Oui. Mais ça changera rien. La solution, c'est la diplomatie. Mais le président de la République n'en a pas parlé. Mais on peut faire la guerre par procuration. Mais ça changera rien. La France n'a jamais fait ça. La France a une tradition, la paix. La seule solution, c'est et on fait la guerre nous-mêmes. La seule solution, c'est un compromis territorial avec des garanties de sécurité données à chaque acteur. Et de ça, il n'a pas été question une seule seconde. Hier soir, la solution, c'est les diplomates, bien sûr. Moi, j'avais absolument aucune attente par rapport à cette allocution, mais j'ai quand même été déçu, ne serait-ce que d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue prospectif. Joachim Le Floch. Ce qui me choque, tout d'abord, c'est la grande légèreté avec laquelle on parle de la guerre. Enfin, on a vu ces propos qui ont été rapportés dans Le Monde. Alors là, il faut dire un mot. Parce que l'Élysée... On va en reparler ensuite, mais au-delà même des propos du Monde, Macron est quand même un homme de son temps. Disons, il a grandi, s'est construit intellectuellement au sortir de la guerre froide, au moment de la chute du mur de Berlin. J'ai quand même tendance à penser qu'il a un peu oublieux du tragique de l'histoire, d'un certain nombre de fantômes du passé. Et on ne peut pas parler de la guerre avec une telle légèreté. Par ailleurs, il a été question des intérêts vitaux de la France hier, qui pour moi ne sont pas dans quelques provinces du Donbass. La seule question qui devrait guider le président de la République, c'est les intérêts de la France. Or, quand on parle d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, par exemple, est-ce qu'on peut pas à un moment tirer des conclusions de ce qui s'est passé avec les vagues d'élargissement des années 2000, ne serait-ce qu'en termes de concurrence déloyale pour notre industrie et notre agriculture? Vous avez, je finis là-dessus, en Ukraine, vous avez des exploitations de volailles qui font 2 millions de volailles, 60 fois plus qu'en France. Voilà, notre déficit commercial. J'entends bien, mais on ne dit rien qu'on ne sache déjà, et c'est la difficulté de cette discussion. Alors, je voudrais qu'on écoute quand même Emmanuel Macron sur au moins 2 interventions hier. J'ai été très surpris de son histoire de assis et debout que j'ai au départ, parce qu'on ça résume tout. Oui, sauf que les gens, à la fin, ils se lèvent et ils partent. Donc, c'est son inconscient qui a parlé. C'est contre-productif. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, puisque les gens, je pense pas qu'on doit à l'Élysée. Je pense que Gilles Boulot, en ce moment, et Anne-Sophie Lapix ne sont toujours pas assis à l'Élysée. Non, mais donc, sauf erreur de ma part. Donc, écoutez cette séquence, parce qu'elle est quand même très étrange. L'exemple qu'il a utilisé est très étrange. Écoutez. Vérifie. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Alors, nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Je pense que ce qui est une question de vie ou de mort. Mais parce que lui, il est sûr d'envoyer des troupes.
Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça voudrait dire. Oui, sur envoyer des troupes. Vous dites, évidemment, tu vas pas faire la guerre. Moi, je trouve qu'après l'intervention d'Emmanuel Macron hier, on peut pas dire, évidemment, on va pas faire la guerre à la Russie. Mais vous allez pas faire la guerre tout seul. Qui peut penser que le président Macron vous allez faire la guerre à la Russie? C'est largement possible. Qui peut penser qu'il s'arrête là? Non, mais il faut pas dramatiser. Si on ajoute le monde, vous n'êtes pas dramatisé, vous êtes marrant. Vous avez un président qui dramatise. Qui a dit qu'on allait faire la guerre à la Russie? Mais non. Bah si, je suis désolé de vous le dire. Ça, excusez-moi, ça fait sens. La seule priorité, c'est d'aider l'Ukraine. Il a raison, Macron, quand il dit ceux qui voulaient pas envoyer d'avions, on envoie des avions. Ceux qui ne voulaient pas envoyer des missiles, on envoie des missiles. Voilà, donc ceux qui ne voulaient pas envoyer des chars, on envoie des chars. On doit aider l'Ukraine au maximum. Nous serons prêts à prendre toutes les décisions. On n'arrête pas de tergiverser, de procrastiner. Aidons au maximum l'Ukraine à résister et à gagner cette guerre. Mais c'est la seule solution. André Valigny, est-ce que vous vous rendez compte que c'est juste impossible que l'Ukraine gagne cette guerre? Non mais sérieusement, sauf à entrer en conflit, je le répète, dans un conflit général, est-ce que vous comprenez l'idée que c'est impossible? Non. Ah bon? Non. Mais alors, vous pensez qu'en aidant l'Ukraine militairement, vous allez la sauver? Oui. À un moment, il y a un facteur humain, il faut des hommes. Moi, je vais vous dire. Mais vous êtes André Valigny. Mais jusqu'à la reconquête de Vous savez bien, si c'était ça serait très simple, tout le monde le ferait. Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on n'a pas d'armes. Parce qu'on tergiverse. On est pusillanime. Parce qu'on n'a plus d'armes. Mais parce qu'on n'a pas d'armes. Parce qu'on a peur de Poutine. On a peur de Poutine. Le jour où on n'aura plus peur de Poutine, on sera plus fort. Pourquoi Poutine est fort? Parce qu'on a peur de lui. Parce qu'il a la bombe nucléaire. Mais on a peur de Poutine. On a raison d'avoir peur de Poutine. On avait peur d'Hitler aussi. Oui, mais alors justement, Pascal. Vous avez aussi raison d'avoir peur d'Hitler. Vous êtes extraordinaire. Mais c'est quoi votre raisonnement? Non, je suis désolé de revenir à 38 et à la Tchécoslovaquie. C'est vous qui m'y conduisez. C'est vous qui m'y conduisez. Un mot. D'abord, sur Munich et Hitler, la comparaison ne vaut pas pour une raison très simple. Hitler n'avait pas menti sur son programme, c'était le pan-germanisme. Il voulait faire une Europe absolument allemande et un monde allemand. Le pan-germanisme, c'était le Troisième Reich à la dimension géographique du monde entier. Je ne crois pas que Vladimir Poutine soit comparable en quoi que ce soit à Hitler. Notamment aussi parce que Hitler était objectivement fou, ce que je ne pense pas être le cas de Poutine. Et deuxième chose, mon cher Pascal, vous avez vu je pense pas que Poutine soit particulièrement fou. En tout cas, c'est pas comparable avec la folie d'Hitler. C'est pas les mêmes programmes, mais c'est pas les mêmes programmes, c'est pas la même période. Et ça n'a strictement rien à voir. La deuxième chose, Pascal, c'est qu'il y a chez le président Macron un tropisme belliciste. On l'a vu pendant le Covid, où il a parlé de mobilisation générale. Quand le Covid s'est mis en place, on avait l'impression d'être en 1914. Il y a chez lui, peut-être au nom de vouloir inscrire le sien dans l'histoire, quelque chose qui a un rapport avec la guerre et où je vous rejoins, mon cher Pascal, c'est que quand le mot guerre est prononcé dans la bouche présidentielle, dont on nous dit en permanence que cette parole est démonétisée, ça vaut un pesant d'or. C'est-à-dire que le mot guerre dit à 19h ou 20h un jeudi soir par le président de la République, ça signifie qu'on est effectivement dans une impasse. Emmanuel Macron, je voudrais qu'on l'écoute, et c'est pour ça que je vous pousse, cher André Valigny, dans vos retranchements, et c'est pour ça que je parle d'impasse, parce que en fait, le bout de, comment dire, si on va au bout de votre logique, parce qu'autrement, on n'a pas les moyens. Le seul possibilité, c'est d'entrer en guerre totale. Donc c'est pas très réjouissant comme idée. Feu nucléaire. Mais non, personne ne parle de feu nucléaire. Si Vladimir Poutine. Vladimir Poutine encore la semaine dernière. Écoutez Emmanuel Macron, si la Russie venait à gagner, écoutez ce qu'il a dit. Nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière ? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Très juste. Qui peut penser que on peut penser qu'effectivement Poutine essaiera de reconstituer le glacis qu'il y avait autour de l'Union soviétique. Et on peut penser que ce matin, si j'étais géorgien, si j'étais moldave, je serais effectivement inquiet. Très bien. Mais bon, il y a un moment, rien ne le prouve. Je vois pas pourquoi la Russie irait, même les Baltes, parce que ce qui a été conquis par l'armée russe en Ukraine, c'est l'équivalent des 3 pays baltes, tout à fait au nord, au bord de la mer Baltique. Et les Baltes, où il y a des communautés russes d'ailleurs, sont très parano, ils ont très peur que la Russie vienne se venger sur eux. Ils hébergent les Bélorusses, ils hébergent la famille Navalny, etc. Donc ils sont inquiets, et on les comprend. Mais réellement, sérieusement, s'il y a
qu'il contrôle toute la mer Noire. Et là, la donne stratégique aura changé. Parce que ce qui a véritablement changé, c'est le repli américain. Ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron, c'est de prendre le leadership, tout le monde a compris, à la place de M. Biden, à la place de l'OTAN, et d'être le chef de guerre de l'Europe. Sauf que l'Europe a pas du tout envie d'y aller, qu'elle est très dispersée, et la menace existentielle, c'est sur l'unité européenne. D'où le mot impasse. Mais c'est pas sur la France. On va voir aujourd'hui ce qui va se passer à Berlin avec Scholz et la grande réconciliation, visiblement. Et Donald Tusk, le Polonais. Mais les Européens, deux Européens sur 3 sont décidés à ne rien faire. Mais les sondages donnent ça. Les Allemands ont dit non sur l'envoi de missiles Taurus. Il y a des raisons stratégiques absolues. C'est compliqué de faire la guerre à 27. C'était déjà compliqué pour la Seconde Guerre mondiale, pour les Alliés de s'entendre à 3. À 27, c'est très compliqué. Je pense, hélas, que Vincent Hervouet a raison lorsqu'il dit que ça va se terminer sans doute par un conflit gelé qui va durer longtemps. Je crains que vous ayez raison. En tout cas, Emmanuel Macron refusera l'impasse. C'est ça.